je vais donc présenter un peu le contexte de ce travail que Patrice a piloté aussi à sa manière. Et donc, parce que c'est une histoire ancienne, donc il faut voir comment on a évolué, parce que c'est important pour en connaître, maîtriser le contenu, et pour dire aussi que c'est un sujet très important. Et comme me l'a dit l'Agence française de développement, c'est un sujet très sensible, et qui a provoqué quelques débats internes et externes au mouvement de solidarité. Et donc, pour vous dire que c'est complexe. En gros, on va parler d'un sujet qui, à mon avis, est tout à fait central. C'est que c'est mis en place depuis quelques années, un peu plus d'une dizaine d'années, un système militaire qui prépare ou mène déjà la guerre du XXIe siècle contre les pauvres. C'est ça l'essentiel. Donc je vous dis un peu l'esprit dans lequel je vais présenter cette chose-là et Patrice aussi. Sur le contexte interne et externe de ce travail, il faut remonter à 2008, en avril 2008, il faut être précis, se tient la première session du dialogue stratégique France-Israël avec le ministère des Affaires étrangères. En juin 2008, il y a Sarkozy et le ministère des Affaires étrangères, c'était l'inénarrable Ali Omari, signe un accord de coopération, dont on a un compte-rendu limité mais réel. 2008-2009, vous savez, c'est l'opération Plomb durci. À août 2009, est déposé au bureau de l'Assemblée un projet de coopération sécuritaire entre la France et Israël, pour être adopté, pour être ratifié par l'Assemblée nationale. En octobre 2009 se tient la deuxième session du dialogue stratégique France-Israël, dont il n'y a pas de compte-rendu. Voilà déjà l'évolution de la situation. Et dans ce contexte-là d'ailleurs, j'ajoute parce que je précise une anecdote, et en 2008, l'Europe a voté un texte, un code de conduite concernant les exportations d'armes, ou plus exactement, c'est ce que nous disait Patrice tout à l'heure, le code de conduite existait déjà, et maintenant, ce code de conduite est devenu contraignant pour les États vendeurs d'armes. Après le dépôt du bureau de l'Assemblée du projet, je suis informé par un député membre du groupe France-Palestine, enfin de l'Assemblée, qu'il y a ce projet. Je prends contact avec le groupe de députés dans lequel il y avait 2 députés UMP. Et je leur dis, mais qu'est-ce que c'est que ce projet? J'avais le texte, c'était affreux. Hein. Je prends contact avec ces députés, et les 2 députés UMP, c'est tout à fait extraordinaire, me disent effectivement, c'est complètement con ce projet, on va le faire enlever du bureau de l'Assemblée. Ils le font enlever du bureau de l'Assemblée. C'est pour vous dire le fonctionnement politique de ce système, si bien que ce texte n'a pas été ratifié, mais Israël s'en fout. Il l'a appliqué comme si c'était ratifié, et la France avec. Voilà en gros l'histoire. Bon. En 2009, donc... c'est le rapport de coût. Le coût, oui, c'est le coût. Et donc en 2009, je fais accepter par la plateforme, et le président de la plateforme, le principe de la nécessité de mettre en question cette coopération très discrète, et donc de lancer une mission d'enquête en Israël sur cette coopération, qui serait confiée à l'Observatoire des armements. C'est adopté. La cible, nous sommes en 2009, c'est 2012. C'est-à-dire que nous préparons l'élection présidentielle de 2012 pour interpeller les candidats sur ce problème. Actuellement, on est informé sur ce problème. Voilà en gros le contexte politique interne et externe, et la plateforme vote une subvention pour la mission envoyée en Israël. Les cibles que nous définissons, c'est le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, l'Intérieur et la Présidence de la République, et d'autre part le Parlement pour interpeller les députés sur ce problème dont ils ont été exclus, y compris par le non-vote de la ratification de la coopération sécuritaire. Voilà, en gros, on pourra développer ça, Patrice le fera mieux que moi, d'où la nécessité d'un rapport d'expertise de la réalité de cette coopération, étant donné qu'elle est très opaque et qu'on n'aura pas tous les éléments, loin de là, de ce problème. Voilà donc là-dessus
Cette mission est accomplie. Un gros travail en 2010, le rapport a été fait. Et en 2011 commence un débat à la plateforme. Et je m'aperçois que la plateforme, il y a des réticences dans la plateforme et que finalement le rapport n'est pas pris en compte. C'est-à-dire la problématique d'une campagne sur cette question n'est pas prise en compte. Je pourrais développer ce point-là qui va être très douloureux, si on peut dire, c'est furieux en gros. Donc finalement ce rapport n'a pas été utilisé. Quand j'ai voulu le dire bon, puisque la plateforme ne le prend pas en compte, ça sera la FPS qui le prendra en compte. Et là encore, j'ai rencontré des difficultés pour le faire. Je vais traiter 2 points pour situer l'arrière-plan de ce travail. D'abord, l'histoire, la dimension historique de la coopération franco-israélienne. Ça, c'est la dimension, si j'ose dire, verticale. Et puis, le deuxième point, c'est l'approche actuelle, générale, du monde dans lequel se situe cette coopération d'approche horizontale, si on peut dire. Sur le plan historique, il faut situer, comme disait Chaillot, les séquences dans lesquelles ça se situe. D'abord, il y a la séquence guerre froide, c'est-à-dire l'opposition bipolaire URSS-États-Unis, dans laquelle se situaient la France et Israël. Et dans le système stratégique mondial, dans lequel les États-Unis voulaient bien sûr garder le monopole, ou en tout cas la domination nucléaire de la partie ouest par rapport à l'URSS. Mais comme la prolifération était inévitable, les États-Unis ont voulu contrôler cette prolifération, et en particulier ont d'abord vendu leur technologie, en 1953, les atomes pour la paix, leur technologie à usage civil, mais en 1953, les États-Unis ont attribué et confié un réacteur à Israël, mais à perspective, en principe, civile. Donc voilà le début de la coopération américaine. Mais et les États-Unis ont essayé de contrôler un petit peu la façon dont Israël s'occupait du réacteur sans trop être inquiet. Mais en 1956, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Israël participe à une guerre avec la France en expédition de Suez. Et après cette expédition malheureuse, il faut savoir que l'URSS, Khrouchtchev, a menacé Israël pour dire voilà, retirez-vous, sinon j'emploie l'arme nucléaire. Khrouchtchev faisait port dans la nuance, au point de vue débat. Il a même aussi menacé l'Angleterre et la France. Hein, Kim Mollet, ça l'empêchait de dormir. C'est pas un drame. Donc, il y a eu ça. Donc, c'est important. Pourquoi? Parce que, et Washington a exigé d'Israël qu'il se tire le plus vite possible du Sinaï. Donc, il y a une pression. Et donc, pour Israël, ça a été, et pour la France aussi, hein, un événement très important. Pourquoi? Parce que les États-Unis et l'URSS dominaient et que la France et Israël devaient obéir. Dans ce contexte-là, que la France s'est lancée un peu plus dans le nucléaire à soi, très important, et qu'Israël aussi s'est lancé en nucléaire, avec l'aide de la France. C'est-à-dire qu'Israël a été aidé directement par la France en 1956 pour se doter d'un réacteur, le réacteur de Dimona, qui lui va être consacré à la production de plutonium, qui est la pétrolière, de l'arme nucléaire. Donc oui, c'est très important cette histoire, et bien entendu, ça a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est établi une coopération militaire dans la guerre contre Suez, hein, l'opération de Suez, un compagnonnage, une fraternité d'armes, on pourrait dire, hein, un peu douteuse, et d'autre part, c'est construit en même temps l'arme nucléaire avec Israël, avec une collaboration israélienne, parce qu'il y a une collaboration française, mais aussi une collaboration israélienne à l'arme nucléaire française. C'est-à-dire que les essais nucléaires qui ont été menés par la France dans le Sahara ont été faits en présence avec la participation d'ingénieurs israéliens. Donc vous voyez que cette coopération est gagnant-gagnant. Ce n'est pas d'un côté la France dans sa générosité qui apporte un soutien à Israël, c'est réciproque. Donc c'est cette nature de cette coopération, ces rapports avec les grandes puissances qui caractérisent les relations franco-israéliennes, c'est-à-dire que et la France et Israël sont les deux puissances nucléaires qui ont voulu se doter d'une certaine autonomie par rapport aux États-Unis. C'est important. C'est important pour la suite des opérations, et vous voyez qu'aujourd'hui,
Obama a demandé dénucléarisation du Moyen-Orient, Obama était pour, et que ça a été complètement bloqué, y compris par la France, parce que ça impliquait le nucléaire israélien. Je schématise. Alors, donc, pour terminer cette première partie, cette deuxième, je ne sais plus laquelle, on peut dire que la France a contribué à faire de l'industrie militaire israélienne la plus forte industrie de guerre de la Méditerranée, et la plus forte armée après la France. C'est-à-dire que l'Israël est la deuxième puissance militaire de la Méditerranée derrière la France, en accord avec elle. C'est évidemment très très important. La France a façonné un outil militaire qui n'est pas défensif, qui est offensif. Ça aussi c'est très important. Deuxième et dernier point qui sera le plus long, pas trop j'espère, c'est l'approche globale actuelle dans laquelle se situe cette coopération. J'ai un projet de coopération. Je parle en fait à partir des travaux essentiellement d'Alain Jox, qui a beaucoup réfléchi sur cette question. Alain Jox était une vieille connaissance de ma part, c'était aussi le responsable militaire de mon organisation, et donc je le connais assez bien. Et donc, il prend comme concept de départ pour analyser l'évolution de la situation actuelle le terme de gouvernance insécuritaire globale. C'est-à-dire que les États-Unis mettent en place un système de gouvernance du monde insécuritaire. Un gouvernement insécuritaire globale, c'est-à-dire un gouvernement d'un monde qui sera totalement toujours en insécurité. En insécurité. C'est très important de noter le terme. C'est-à-dire en fait qui est un système de fait de violence. Parce que nous sommes en insécurité, il faut... voilà. C'est dans la mesure où maintenant l'ennemi global n'est plus l'URSS, qui était un ennemi local désigné clairement, et localisé clairement. Maintenant l'ennemi global est défini comme étant le terrorisme. Le terrorisme comme ennemi politique global délocalisé, c'est-à-dire mondialisé. C'est totalement différent, bien entendu, avec une notion asymétrique aussi. Avec l'URSS, c'était symétrique, avec maintenant le terrorisme, c'est asymétrique. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué, mais il faut essayer d'approcher ces aspects-là. Deuxième caractéristique de ce système qui se met en place, c'est un système qui ne veut pas traiter les causes socio-économiques du dit terrorisme. C'est-à-dire que c'est un système qui crée consciemment le chaos. Le chaos, et que ce système, donc, n'intervient pas sur les causes, sans traiter les causes, donc il est obligé de se continuer, ne peut être régulé que par la violence, puisqu'il n'y a pas de solution politique proposée. Donc nous entrons dans une période de ce qu'on appelle les guerres sans fin. Nous sommes en guerre qui n'a pas de perspective de clôture, si on peut dire, de conclusion. Depuis, en gros, dans la stratégie américaine, mais je vais en grande masse, depuis la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, vous le savez, en 1991, a été lancée contre l'Irak, et bien la guerre contre l'Irak, elle n'est pas terminée. Elle est pas loin d'être terminée. Donc, nous entrons dans une conception nouvelle de la guerre, et qui fait que, aujourd'hui, le monde dominant se montre dans l'incapacité d'arrêter la guerre, si on peut dire, de régler les problèmes. Et justement, c'est cette incapacité voulue, j'y reviendrai, de régler les problèmes, qui construit l'insécurité. C'est-à-dire, la sécurité est construite par ceux qui disent qu'il y a une insécurité. C'est très important à comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est malheureusement dramatique. Donc, la fonction des États alliés aux États-Unis, ce n'est plus, vous allez voir le monde dans le contexte actuel, ce n'est plus l'État protecteur issu de la Deuxième Guerre mondiale, le protecteur social, l'État-providence, etc., qui garantit un certain nombre de conquêtes sociales. Maintenant, c'est l'État qui est obligé de prendre en compte une situation d'insécurité. Et l'État se propose comme étant un État sécurisant, qui contrôle l'insécurité, qui ne la combat pas, qui ne met pas en question la sécurité, puisqu'il ne peut pas. Mais qui contrôle l'insécurité. Pensez à la politique actuelle. Comment on contrôle l'insécurité. On l'entretient en la contrôlant. Il faut vraiment penser à cela, on y reviendra. Donc, je résume ce premier point. L'insécurité actuelle est produite par le système mondial économique, bien entendu, qui est imposé depuis les années 80, pour dire vite, et qui se traduit par une précarisation générale de la vie,
par une aggravation des conditions de vie de la majorité de l'opinion et par une insécurité sociale dramatique de la société. Or, justement, cette insécurité sociale est contrebattue par la volonté des pouvoirs de remplacer cette insécurité sociale par l'insécurité sur le terrorisme. Hein? C'est-à-dire que l'un ne doit pas être lié à l'autre. Alors donc, maintenant le terrorisme est localisé et caractérisé comme étant l'islam extrémiste répandu dans le monde, qui est l'ennemi politique global. Donc, est en train de s'installer, vous avez vu comment en Israël ça se pose, un nouveau règne de la peur, une nouvelle forme de peur. Et on exploite cette peur externe, amenée éventuellement de l'extérieur, pour obtenir, c'est bien classique, hein, pour obtenir l'obéissance interne de la société qui a peur de la violence. Peur de la violence qui vient d'un peu partout par rapport à l'ennemi global. Mais c'est dans ce contexte-là que je voudrais faire un développement spécial sur le rapport avec la question palestinienne, puisque c'est notre objet. Vous savez que l'intifada de 96, 87, 90, 91 a un débouché politique qui se traduit par les conférences de Madrid et les accords d'Oslo, et qui aboutit à l'accord Rabin-Arafat. C'est ça en 1993. Mais avec l'assassinat de Rabin, donc tout ce processus est en 1995 est gelé, pour ne pas dire mort. Et que donc, et dans ce contexte-là, que naît la seconde intifada de l'an 2000, un an avant l'attentat des 2 tours aux États-Unis. Qu'est-ce que cela exprime, en fait? Normalement, cela exprime l'incapacité du système mondial issu après la guerre froide. Parce qu'après la guerre froide, on pensait qu'on allait régler les problèmes. Après la disparition de l'URSS, on disait par exemple qu'on ne pouvait pas régler le problème tant que l'URSS existait, puisqu'elle soutenait les Palestiniens. Donc on ne pouvait pas régler la question parce que les Palestiniens étaient trop soutenus par l'URSS. Et c'était le problème pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'était pas réglée par la guerre froide, mais lorsque la guerre froide a disparu, on a réglé la question de l'Afrique du Sud. C'était très important. On ne voulait pas du tout accorder, pendant la période soviétique, l'indépendance à l'Afrique du Sud. Parce que d'une part, le Parti communiste sud-africain était extrêmement puissant. Et on pensait qu'allait se créer en Afrique du Sud un État communiste noir qui aurait été évidemment épouvantable pour les Blancs, peut-être. Hein. Donc voilà à peu près la question. Il faut parler de l'incapacité, mais il faut surtout parler du manque de volonté politique de régler la question palestinienne. Et pourquoi il y avait un début de volonté politique dans les accords d'Oslo, avec Rabin, qui a tenté quand même quelque chose, et pourquoi il n'y en a plus. Alors ça, c'est très très important de comprendre, parce que justement, entre 93, après 95, nous entrons justement dans la nouvelle séquence de la guerre sans fin, qui a commencé, comme vous le savez, avec la guerre du Golfe, mais ça se prolonge un petit peu. Il faudrait dire pourquoi il y a eu cette négociation, parce que les Américains, en entrant en guerre contre l'Irak, entraînaient les pays arabes. Et les pays arabes disent d'accord, on y va, mais à condition de vous engager dans un processus avec les Palestiniens. C'est ça le deal en 1991. Ah bon, ça serait trop long à tout. Nous entrons dans une période, après 95, de cette période dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le maintien sans solution politique des problèmes. En particulier du conflit palestinien et du régime d'occupation que vous connaissez. Les Palestiniens, publiquement y compris, ont abandonné le terrorisme depuis longtemps, au point de vue officiel. Même l'OLP, c'était la prise de position dès 1900, après les accords d'Oslo, finalement. Bon. Mais même avant, déjà. Bon, après, il faut dire que le Hamas n'a pas continué, mais ça, c'est un autre problème. Et puis, oui, il y a eu la résistance populaire non violente, qui montrait que c'était tout sur le terrorisme. C'est bien que les Israéliens ont dit que c'est le terrorisme non violent. Ce qui veut dire que c'est pas... C'est pour ça qu'il faut valoriser, d'ailleurs, cette résistance palestinienne qui a démontré qu'elle n'était pas terroriste. Je pense que ne pas en parler est un crime contre les Palestiniens. Mais surtout, c'est qu'Israël veut provoquer des actes terroristes palestiniens. C'est-à-dire que c'est ça le problème. Et c'est tragique. Ils veulent les mener dans une situation de désespoir. Et ce qu'a raconté Nicolas hier pour les camps au Liban, on veut
extrémiser les Palestiniens pour les lancer dans Daesh ou dans des trucs comme ça, quoi. Et Israël n'attend qu'un attentat de Daesh, assumé par Daesh. Israël laisse afficher les drapeaux de Daesh à Jérusalem-Est. Donc il faut quand même tout ça penser que, comment dirais-je, les attentats dits terroristes attribués à des Palestiniens sont prémédités par Israël. La France dit effectivement que si on ne règle pas la question palestinienne, il y aura une extension du terrorisme. Oui, mais qu'est-ce que cela exprime dans la position française? Cela exprime les contradictions de la politique française. Exactement, cela exprime les différences qu'il y a entre le Quai d'Orsay majoritaire et l'Élysée. C'est-à-dire, au Quai d'Orsay, c'est sa position du Quai d'Orsay qui est développée. C'est-à-dire, voilà, si on continue comme ça, il y aura une extension du terrorisme. Et si on ne règle pas la question palestinienne. En fait, Hollande ne veut pas, ne se donne pas les moyens de régler la question palestinienne. Il est dans la logique de la néoconservatrice. Parce que le contexte est totalement nouveau et existe jusqu'à aujourd'hui. En ce sens que Israël maintenant devient intéressant de manière différente pour les États-Unis et le monde occidental au point de vue de la sécurité. Parce que le maintien du drame palestinien entretient en fait une perception dans le monde occidental, une perception forte d'un danger arabe, d'un danger terroriste arabe. Et avec la Hamas, bien sûr, qui intervient là-dessus, et ce danger est d'autant plus provoqué, bien entendu, que par Israël, par la politique d'Israël, qui, bien sûr, en rajoute pour provoquer les Palestiniens. Si bien que la Palestine se présente comme un foyer d'insécurité permanente. Un foyer d'insécurité permanente qui est donc le matériau de base d'insécurité, matériau de base de la nouvelle gouvernance insécuritaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce déni de justice, en quelque sorte, polarise l'hostilité du monde arabe. C'est évident, et entretient ce climat contre Israël, bien entendu, alors que c'est l'Europe et les États-Unis qui sont les responsables de la situation. C'est même pas Israël, c'est parce qu'il suffisait que les États-Unis veulent une solution pour qu'il y ait la solution. Parce que tout le monde la connaît, la solution. Donc c'est très important de resituer ça. L'Europe et les États-Unis sont vraiment les responsables par leur soutien inconditionnel à Israël, sinon Israël serait obligé de canner. Donc la fonction d'Israël était, comment dirais-je, comme allié plus ou moins inconditionnel des États-Unis, et donc repenser dans le système mondial pour cette nouvelle période, cette nouvelle séquence, comme disait Chaniolo, à partir du sabotage du processus d'Oslo, qui veut absolument refuser toute solution, comme fondement d'une nouvelle alliance insécuritaire. Le danger communiste a disparu, c'est autre chose maintenant, c'est le terrorisme et tout ça. Ça représente, si vous voulez, le conflit, symbolise, mais en même temps représente matériellement le conflit riche-pauvre. Il faut le considérer comme cela, sous une forme ethnique, sous une forme religieuse et sous une forme sociale. Et avec l'ajout, si on peut dire, que constitue le mur, dans la mesure où le monde des riches est en train de se fortifier, de se protéger, c'est dans les logiques des guerres urbaines qui se préparent dans le monde, développé ou sous-développé, comme vous le savez. Donc cette alliance est très importante, c'est-à-dire d'une part un soutien à une politique coloniale plus ou moins archaïque quand même, la politique coloniale d'Israël, c'est vraiment 1920, mais avec d'autre part, bien sûr, la Palestine est aussi une zone d'entraînement aux guerres urbaines expérimentales. Et pour ceux qui ont vu The Lab, le film israélien, vous avez tout là-dedans. La façon dont Israël conçoit et prépare, et mène cette guerre contre les Palestiniens. Voilà un peu, ça faudrait ajouter la fonction symbolique de la position d'Israël au milieu des 3 lieux saints. Les 3 lieux saints, et qui veut contrôler les lieux saints, c'est très très important. L'islam veut contrôler bien sûr le lieu saint de Jérusalem, Israël veut contrôler tous les lieux saints. Ça nous amène à tout. Bon, sur le problème des contradictions dans l'armée israélienne,
et ce que signifie Moshe Yaalon et cette volonté de l'armée d'annexer éventuellement la zone C, etc., etc. Moi, je crois que c'est vrai. C'est pas de eux que dépend l'avenir, y compris d'Israël. C'est des Américains. Si les Américains estiment, parce qu'ils ne veulent pas Netanyahou, les Américains, pour des raisons variées, estiment qu'il faut un début de solution, parce que ça leur pose trop de problèmes pour les rapports avec le monde arabe et le monde musulman, si les Américains interviennent, ils veulent avoir des interlocuteurs capables de mener à bien leur politique. C'est ce qui s'est passé en 91-93 lorsqu'ils ont utilisé Rabin. Rabin, c'était le chef de guerre d'Israël. C'est lui qui a mené la guerre, d'abord des 6 jours, hein, et puis ensuite qui a cassé les bras des jeunes Palestiniens des Tifada. Donc c'était lui, comme De Gaulle, a mené la guerre contre les Algériens, et croyez-moi que l'opération Chal en 1960, c'était l'écrasement de la rébellion algérienne. Et c'est lui qu'on négociait. C'est lui qu'on négociait parce que il fallait d'abord la crédibilité auprès des militaires pour savoir qu'on était très fort. En même temps, il fallait pas, et la crédibilité politique était liée à ça. Donc, je n'exclus pas totalement, mais encore une fois, je suis dans l'ignorance par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Certainement, tu en sais plus de choses que moi. Je n'exclus pas un certain type de pression américaine via l'armée, via les services israéliens pour marginaliser Netanyahou, pour faire semblant d'enclencher un processus. Je ne sais pas. Comme ça sera Trump qui sera élu, c'est réglé. Hein. Mais je pense qu'il y a des contradictions, parce que le système militaro-industriel israélien est très articulé sur le système militaro-industriel américain. Donc ils ont certainement des échanges politiques sur l'avenir, et que ces échanges politiques passent par la discussion entre militaires. Donc, vous avez entendu parler de Ayalon. Ayalon, c'était un responsable des services secrets, je crois, un peu comme ça. Et il avait dit en 2000... L'ancien chef du Mossad. Ancien du Mossad, c'est ça. Hein. Il avait dit en 2000, il n'y a eu en 99, je crois, il n'y a eu aucun attentat en Palestine. Aucun. Pourquoi? Parce que les Palestiniens espéraient le règlement de la question dans la dernière tranche de Camp David, d'Oslo. Hein, aucun attentat, parce que les Palestiniens avaient un espoir. Ayalon a dit ça. Et ça veut dire donc, s'il n'y a plus d'espoir, on voit ce qui se passe. Hein. Je pense qu'il faut... Les militaires sont conscients de ça. Bon, voilà. Dernier aspect que je voulais aborder, donc dans cette situation mondiale maîtrisée États-Unis-Israël, c'est la variante européenne dans laquelle la France va se situer. Cette variante du pouvoir insécuritaire global. Donc en 2001, il y a eu l'attentat des 2 tours, et l'impact en Europe est moins fort qu'aux États-Unis, bien sûr, mais enfin on disait toujours, nous sommes tous des Américains. C'est stupide, mais il commence à y avoir des attentats en Europe. Alors là, il faut être précis. Il y a des attentats en Espagne en 2004. Cet attentat, en fait, est attribué aux salafistes marocains. Ce n'est pas des Espagnols, même si le président à l'époque c'était Aznar, il a voulu attribuer l'attentat à l'ETA. Il n'a rien compris, mais et puis il y a eu la Grande-Bretagne, il y a eu des attentats aussi en 2005 à Londres. L'attentat en fait était de fait pakistanais, du point de vue des pratiquants, si on peut dire, l'attentat. Mais pour la France, on était encore dans une certaine inquiétude, on ne sait pas très bien, mais ça ne se sentait pas menacé, mais il y avait des attentats en Maghreb, qui étaient attribués à l'AQMI. L'AQMI, c'est le Maghreb islamique, hein, Al-Qaïda. Et en fait, c'était le danger islamiste, bien entendu, mais qui était extérieur, dans lequel d'ailleurs la France maintenant intervient, dans cette région anciennement française. Mais il y a eu, en 2015, des attentats en France, attribués à l'État islamique, etc. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que les auteurs des attentats sont des Français. Et que maintenant, ce n'est plus un terrorisme externe qui menace la France, c'est un terrorisme interne. Or, voyez ce qu'a dit le père Valls. Elle dit, on ne s'interroge pas sur les causes de ce terrorisme. Vous vous souvenez? C'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est très important. Donc, c'est dans ce contexte-là que se crée, que se développe la psychose du terrorisme, et une sorte, avec une représentation menaçante du monde interne, externe, et qu'on produit de l'anxiété. On produit de l'anxiété.
et avec le rôle des médias. Alors, cette pratique, on dirait, ce développement de menaces anxiogènes, comme on dit, qui est réel, à certaines mesures, mais doit remplacer de fait les menaces concrètes, anxiogènes, sociales. C'est-à-dire qu'on doit plus s'inquiéter de son propre avenir, de son travail, de sa vie, etc. Vous voyez le basculement qui est en train de se faire dans l'opinion publique, étant donné l'impact de fait dans l'opinion publique, évidemment, de l'effet anti-islamiste. Il ne faut quand même pas rêver là-dessus, et il y a ça qui se passe. Et donc, il faut, avec les accords techniques maintenant qui existent, avec les Américains, tout ça. Donc, cette anxiété, je termine cet aspect-là, est le principal moyen d'hégémonie du système du pouvoir politique mondial dans le processus de mondialisation économique, qui crée de nouvelles inégalités et qui approfondit. Il faut remplacer la contestation des inégalités sociales par la contestation du terrorisme non précisé, non situé, localisé donc par une logique de guerre. Voilà le climat. Se repose la question de la guerre et de la participation de la France à la guerre aujourd'hui, voulue par le système. Depuis la guerre d'Algérie, il n'y a plus rien en France, point de vue guerre. Et donc nous avons vécu, même depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans l'illusion de la Pax Americana, le système bloqué par l'équilibre nucléaire entre États-Unis et RSS, et donc avec une petite force de frappe qui m'avait montré une autonomie française dans le cadre de ce système. Eh bien, maintenant c'est terminé. Maintenant, depuis 1991, l'ordre mondial est repensé par les Américains et dans le cadre d'une guerre continue, avec reprécision de l'ennemi qui doit remplacer l'URSS et qui est défini maintenant comme le terrorisme islamiste, en fait, pour résumer, et qui fait que il y a un état de guerre permanent. Maintenant, c'est une condition permanente de l'hégémonie occidentale sur le monde, avec la nécessité à l'intérieur de ce système de maintenir pour les Palestiniens un statut comme étant un peuple de terroristes virtuels ou potentiels. Il faut bien voir que le mot terroriste est très important, la façon dont l'Israël l'utilise, pas simplement Israël, la presse, etc. Et on a fini par dire, c'est ce qu'a disait Essel, qu'il y a un terrorisme non violent en Palestine. Donc, Stéphane Essel a dit qu'il faut vraiment être israélien pour lire une connerie comme ça. Mais enfin, il faut voir le sens profond de ce qu'il y a derrière, le mot. Donc, se constitue, donc, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler une police globale, police militarisée globale, sous domination américaine, mais avec aussi le rôle que les Américains entendent attribuer à l'OTAN comme étant le bras de cette police. C'est pour ça que j'ai fait une allusion il y a 2 jours à la question d'une OTAN qui doit être au service de cette politique, on peut dire, de cette guerre dans laquelle, bien sûr, Hollande s'est fait très vite confirmer sa réintégration, suivant cela Sarkozy. Lorsqu'il y a des rapprochements de l'OTAN, de tous les pays de l'OTAN, pour avoir une unification dans la lutte antiterroriste. La Turquie avec Israël, etc., etc. Vous ne croyez pas que ça va poser des contradictions dans tout ça? Qu'est-ce qui va se passer avec les Kurdes? Qu'est-ce qui va se passer entre Israël et la question de la Syrie? Enfin, il y a toute une série de problèmes avec le Hezbollah, tout ça, machin. Il y aura des contradictions, à mon avis, lorsque aussi on soutient Israël. Ça veut dire quoi, Israël? Soutient Israël, c'est sa politique coloniale et la politique d'Israël comme considérant la Palestine comme un terrain d'expérimentation ultramoderne de la guerre urbaine. Mais je crois que la contestation de la politique coloniale israélienne va devenir de plus en plus forte dans le monde. De plus en plus forte, parce qu'elle est intenable, cette politique-là. Même la France le dit, même le rapport du Quartet commence à dire que la colonisation c'est très dangereux. Bon, il y a des autres choses aussi, hein. Mais je crois que les Américains sont très conscients de ça. Le chef des armées américaines, Petraeus, qui a dirigé la guerre contre l'Irak, etc., il a dit à l'établissement américain, au pouvoir civil, si les Américains continuent à être présents dans les guerres contre le monde arabe, et qu'on soutient toujours Israël, on va perdre partout. On va perdre partout.
Et Petraeus qui a dit ça. Hein. Donc il faut considérer ces contradictions. Et après, Obama a mis Petraeus comme responsable de je ne sais plus quel grand système américain. Donc il faut bien voir aussi les contradictions entre États-Unis et Israël. Il y aura des problèmes entre États-Unis et Israël. Donc tout ça, il faut réfléchir, bien sûr. Moi, je n'ai pas eu le temps de développer, mais il faut réfléchir. La façon dont Obama a imposé à Israël l'accord avec l'Iran, c'est pas complètement négligeable. Et d'autre part, maintenant, on risque de retrouver Trump aux États-Unis qui va revenir sur les accords passés, ça va provoquer quelques problèmes. Donc tout ça nécessite. Voilà donc alors, c'est dans ce contexte-là que se situe, mais je vais arrêter là parce que ça mènerait trop loin, mais que se situe la négociation. La négociation, il ne faut pas oublier qu'en 2008, le gouvernement français a adopté le livre blanc, le nouveau livre blanc qui s'appelle, tous les, je ne sais pas combien d'années le livre blanc, c'est tous les convertis, C'est invariable, eh bien, s'appelle le livre blanc sur la défense et la sécurité. Donc, vous voyez, le mot défense et sécurité sont liés, ça veut dire qu'en fait, il y a une fonction à la fois policière et militaire, maintenant des systèmes de police ou de répression de la France comme des autres. Il faudra savoir maintenant quelle réponse on donne à cette politique-là, au point de vue politique. Je vais dire que, pour le moment, l'opinion soutient cette affaire. Pourquoi? Parce qu'en France, on se sent... La vie continue. La vie normale continue, etc. Donc, l'opinion française estime que finalement, c'est pas si mal que ça. C'est pas dramatique, quoi. Ça ne met pas en cause. La guerre d'Algérie a été critiquée à partir du moment où les cercueils arrivaient en France. Hein? Vietnam et Dèvres. Donc, le deuxième problème, c'était le principe pour l'Occident de mener des guerres, comme on dit, asymétriques. C'est-à-dire une énorme puissance technologique qui écrase automatiquement l'autre qui veut se révolter. Donc, on gagnera toujours, puisqu'on est supérieur technologiquement à l'adversaire. Donc, comme ça ne provoque pas, encore une fois, ce qu'on veut, c'est avoir, avec cette supériorité technologique, zéro mort. C'est zéro mort d'un côté, plein de morts de l'autre. Hein. C'est ça, et jusque-là, en gros, ça marche. En gros, hein, ça marche. Lorsqu'il y a... et Israël, c'était sa conception, c'est sa conception de la guerre. Maintenant, mais pas seulement Israël, les Américains, enfin, la robotisation dont il parlait, c'est qu'il faut qu'il y ait zéro mort d'un côté et plein de morts de l'autre. Hein. Le problème, c'est jusqu'à quand ça va durer, cette affaire. Hein, comme ça. D'abord, vous savez que la guerre qu'Israël a menée au Liban, à Hezbollah, ça n'a pas été exactement ça. Ça a été zéro mort. Il y a eu plein de morts de l'autre côté. Il ne faut pas rêver, Hezbollah a subi beaucoup de pertes. Et la population libanaise, encore plus. Hein. Mais Israël a subi un certain nombre de pertes qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir. Donc c'est bien pour ça qu'il y a des difficultés de ce côté-là. Donc des contradictions qu'on pourrait imaginer. Donc la question c'est comment, à partir de quand et comment on rend impopulaire cette guerre française, ou cette coopération franco-israélienne, si peut-être qu'à un moment ou à un autre, il y aura des morts français. Il y en a déjà au Mali, enfin dans le désert. Quoi. Ça inquiète, ça a un peu inquiété. Mais enfin, comme l'armée est professionnalisée, en principe on dit c'est leur boulot. Mais quand même. Donc je pense qu'à un moment, il y aura des problèmes dans les sociétés, y compris, je crois qu'il y aura des problèmes aussi dans la société israélienne. Si Israël veut encore faire une guerre avec le Hezbollah, ce qui est possible, il y aura des morts israéliens. Hein, et que l'armée ne veut pas, la société israélienne ne veut pas de morts. Donc, comment rendre impopulaire, comment rendre critiquable la position de la France dans un contexte où la société française espère encore échapper aux conséquences concrètes d'une guerre, quoi. Ça, je crois qu'il faudrait réfléchir un petit peu là-dessus. Je crois que c'est assez dramatique parce que dans la mesure où Daesh est capable de recruter des gens en France pour faire des attentats ciblés, c'est très difficile. C'est très difficile à penser et à réagir. On peut considérer que la solution de la question palestinienne est un début de réponse à ce qu'il n'y ait pas de guerre en France. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire que il est évident qu'une partie des jeunes de banlieue sont quand même sensibles à la politique palestinienne. Donc, nous avons plus de raisons encore de demander la solution de la question palestinienne si nous ne voulons pas de guerre en France. Égoïste. Hein? Nous sommes égoïstes. Hein? Enfin, nous. Bon, mais la majorité en tout cas.
Alors, les objectifs à court terme, on l'avait pensé à un moment, c'était la remise en cause des salons d'armement. C'est-à-dire la promotion par la France, c'est pour ça qu'on a été à Sartori, etc. Bon, la promotion à la proposition à long terme, c'est le moratoire et l'arrêt de la coopération. Bon, pour savoir comment ça se décline entre les deux. Bon. Alors, on pourra développer. Comment je vois cette progression de notre capacité de mobilisation? Bon, le premier point, c'est ce que nous estimions dès le départ nécessaire, c'est un rapport d'expertise. C'est-à-dire quelque chose qui donne, comment dirais-je, la réalité de ce problème-là, inconnu qu'on refuse de faire connaître. Et cette expertise doit être crédible, d'être assurée, incontestée. Et donc, il faut bien voir que ce travail qui a été fait, justement, il est incontesté. Les informations qui ont été obtenues de manière directe, parfois, y compris en Israël. Donc, il faut rendre public ce travail, c'est une réflexion, et pour la France, je pense que ce que tu as dit tout à l'heure permet de réfléchir sur notre possibilité d'intervention sur les contradictions de la politique française. Ça, je pense que c'est important, et c'est pour ça que la mission que l'on demande, une mission parlementaire, une mission d'enquête parlementaire, c'est ce qu'il faut demander, une enquête parlementaire sur la coopération franco-israélienne, à mon avis, c'est un bon point d'appui. C'est un bon point d'appui. Il faut mettre en lumière, justement, cette participation de la France à la, comment dirais-je, à la guerre contre les Palestiniens, mais même à la guerre d'une manière plus générale. Et ça serait intéressant de faire Valls vraiment est le porteur de ce lien entre la participation contre les Palestiniens, comme vous connaissez, et la participation en France contre le mouvement social, incluant les jeunes de banlieue, bien entendu. Hein. Quand il dit que, Valls, quand on interroge, il dit « Ah, vous allez m'interroger sur le droit de vote des immigrés ?» Moi, j'ai dit non tout de suite, il dit Valls. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une bataille politique qui veut mener contre la citoyenneté politique pour les immigrés. C'est très important. Et puis, la troisième dimension, c'est quoi que l'AFPS doit proposer à la coordination européenne que cette problématique-là soit posée au niveau européen. Parce que, comme c'est l'Europe dont a parlé Patrice, très peu, mais tu l'as dit quand même, a voté un code de conduite pour les ventes d'armement qui est devenu contraignant pour les pouvoirs depuis 2008, il faudra que ce soit l'ensemble des mouvements européens qui interpellent l'Europe sur l'application de cette... et qui remettent en cause la coopération des pays européens avec Israël. Et alors, tu n'as pas parlé parce que tu n'as pas eu le temps, mais sur les projets de recherche et développement, qu'il serait nécessaire de parler. D'autre part, il y a un autre pays qui collabore beaucoup avec Israël, c'est l'Italie. L'Italie, ils font des manœuvres communes avec les Israéliens, des avions, etc. Alors, et pourquoi? Parce que l'Italie est membre de l'OTAN. Donc, elle a des bases et tout un système organisé de bases en Sicile, en Sardaigne, etc., qui permet aux Israéliens, aux Italiens d'utiliser ces bases-là pour des manœuvres en grandeur nature de l'aviation israélienne sur des longues distances. Parce que le problème de l'aviation israélienne, c'est faire des longues distances, hein, pour éventuellement bombarder l'Iran. Bon. Et donc, tout ça fait partie de la politique de l'OTAN. Hein, permise par l'OTAN, plutôt pas politique de l'OTAN. Donc tout ça fait qu'il faut qu'il y ait une politique européenne, il faut qu'il y ait une coordination européenne pour remettre en cause la politique européenne vis-à-vis d'Israël, en particulier sur le code de conduite. Ça, c'est très clair, le code de conduite, on a des billes là-dessus. J'ajoute aussi, mais ça, c'est une autre dimension qu'on n'a pas reprise en compte complètement. J'en ai parlé à Eva Joly. Eva Joly, lorsqu'elle était candidate au présidentiel, j'ai eu l'occasion de la rencontrer avec Elias Sambar. Et on a dit, qu'est-ce qu'on fait sur la Palestine? Alors j'ai dit, tiens, ça, toi qui connais bien Eva Joly, j'ai dit, tu dois connaître les problèmes de justice entre Israël et Palestine, les trucs merdiques, etc., les mafieux. Elle m'a dit, oui, sur l'industrie de guerre, la collaboration entre les deux industries de guerre, etc., c'est des mafieux qui la maîtrisent. C'est des mafieux, tous les contrats d'armement, tout ça, c'est avec des commissions, des combines de toute nature, c'est des mafieux. Hein, et je peux te dire que Eva Joly était prête à se battre là-dessus. Et puis j'ai oublié, c'est la collaboration nucléaire. Elle existe toujours, mais elle est totalement secrète. Moi, j'ai essayé d'avoir des informations de différentes origines. Et tout le monde sait qu'elle existe,
personne ne peut dire en quoi elle consiste. Mais ça, c'est sûr qu'elle existe. Sûr. Dans le domaine nucléaire. Dans le domaine nucléaire. Mais d'après Hollande, Israël ne possède pas. Si tu crois Hollande, on discute autre chose.